Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 4e Facebook Live ce soir. Alors peut-être que vous le voyez dans le fond de ce décor, mais on a changé d'endroit ce soir. On a quitté la salle multimédia de l'Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye où nous étions pour les 2 dernières éditions de ce Facebook Live. Et nous sommes aujourd'hui dans un autre quartier de Saint-Germain-en-Laye. Nous sommes dans l'ancienne gare dite de la Grande Ceinture, peut-être certains d'entre vous la connaissent, et nous sommes au Quai des Possibles. Le Quai des Possibles, c'est un nouveau lieu de coworking, de partage, d'animation qui a été initié par Laurence Besançon et un certain nombre de ses collègues. Laurence, elle viendra nous rejoindre tout à l'heure à 19h30 pour nous résumer, nous indiquer également quel est le sens de sa démarche, quels sont ses projets, comment s'inscrit-elle dans le développement de ce tout nouveau quartier, ce nouvel écoquartier dit de la Grande Ceinture ou la Lisière Pereire. Voilà, un quartier qui est en train de muter, de changer et qui progressivement s'achève. Et d'ici peut-être 18 mois, ce quartier sera quasiment finalisé. Alors vous le voyez, c'est un lieu de coworking. Il y a des gens qui sont derrière moi, alors je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, qui travaillent, qui cowork, qui partagent un certain nombre d'expériences professionnelles ou des expériences associatives. Et tout à l'heure, notamment à 20h, il y a un projet de coopérative solidaire qui est en train de se monter sur Saint-Germain. Et tout à l'heure, à 20h, il y a une 50aine de personnes qui viendront effectivement discuter et parler de ce projet. Alors on aura très certainement l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec Laurence. Première question de ce Facebook Live, Stéphanie qui me pose une question pour le coup qui est vraiment d'actualité. Quels sont les avantages concrets pour la ville de Saint-Germain et ses habitants de faire partie du projet Commune Nouvelle? Alors Stéphanie, comme peut-être vous l'avez suivi, mais nous avons fait lundi une conférence de presse avec les 4 maires qui sont concernés par ce projet, l'Étang-la-Ville, Fourqueux, Marie-Marly et bien évidemment Saint-Germain. Nous avons fait une étude, nous avons travaillé avec les élus, les 124 élus, dans le cadre de commissions de travail, et nous avons établi et travaillé sur ce qu'on appelle des portraits, 8 portraits qui dès aujourd'hui sont en ligne. Alors, quel était l'objectif d'abord de cette étude ? Est-ce qu'on a envie de travailler ensemble dans les mois à venir? Est-ce qu'on a envie de poursuivre cette étude? Et je crois que la première des réponses était oui. Est-ce qu'on a envie d'intégrer Saint-Germain dans ce projet? Ou est-ce que qu'on appelle les 3 villages n'ont peut-être pas plus intérêt à poursuivre ce travail et ce projet de commune nouvelle entre elles? Et là, la réponse a été unanime. Ce projet doit associer Saint-Germain et les 3 communes souhaitent en tout cas s'y associer. Alors une fois qu'on a dit ça, eh bien maintenant il va falloir qu'on poursuive cette étude. On a débroussaillé un petit peu les principales problématiques, la petite enfance, la carte scolaire, les finances publiques, la fiscalité, les équipements culturels, sportifs, la vie associative. Maintenant, il nous faut aller peut-être un peu plus loin, un peu plus dans les détails, et on va poursuivre cette phase d'étude, mais on va vous y associer. Voilà, on a envie un peu de co-construire ce projet avec vous. Ce projet, c'est d'abord un projet communal. Parce que la commune nouvelle, c'est certes un effet d'aubaine financier, parce qu'il y a des incitations de la part de l'État quand on fait une commune nouvelle. Mais une commune nouvelle, c'est avant tout un projet communal. Un projet communal que l'on souhaite autour de l'environnement, autour de l'éducation, autour du mieux vivre ensemble. Mieux vivre ensemble dans nos 4 villages, parce que Saint-Germain, c'est aussi une accumulation, une agrégation de villages. Et dans les prochaines semaines, nous allons venir encore une fois à votre rencontre dans le cadre de réunions publiques qui seront ouvertes en tout cas à toutes celles et tous ceux qui ont envie de réfléchir, de se poser des questions. Il y a aussi des personnes qui sont défavorables à ce projet et très honnêtement, vos opinions sont toutes acceptables dans le débat que nous voulons démocratique et citoyen. Alors, quel est l'intérêt pour Saint-Germain? Je crois que Saint-Germain est un peu à l'écart des grandes dynamiques de développement de notre département, y compris du Grand Paris. Nous sommes à l'écart du Grand Paris, il faut en être conscient, et nous devons nous organiser pour peut-être mieux proposer, mieux résister et engager nos communes dans ce qui peut peut-être assurer leur pérennité et fiscale et financière future, étant donné que nous partageons
un cadre de vie en commun. Nous sommes, avec nos voisins de Fourqueux, de Marie-Marly et de l'Étang-la-Ville, sur un même bassin de population. Vous le savez, nous partageons le même centre commercial, celui du centre-ville de Saint-Germain-en-Laye. Donc nous partageons les mêmes commerces. Nous partageons pour la plupart les mêmes écoles, notamment le lycée international qui est à cheval entre la ville de Fourqueux et de Saint-Germain. Donc nous avons beaucoup en commun. Et ce beaucoup en commun, est-ce qu'il donnera lieu ou pas à une aventure communale en commun? Nous avons encore du temps pour apporter une réponse à cette question. Beaucoup d'entre nous le souhaitent. En tout cas, c'est tout le travail des 6 prochains mois que nous allons mener. Donc Stéphanie, votre question, c'est vraiment une question d'actualité. On aura également l'occasion d'y revenir. Alors, les questions s'enchaînent. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à poser des questions. Arnaud, bon, c'est un joli prénom Arnaud, hein, donc je vais essayer de bien répondre à cette question. Quand est-ce que les travaux du tram 13 débuteront-ils? Quelle est la date d'ouverture prévue du service? Alors, Arnaud, ça tombe bien parce que le caddie possible, je le disais tout à l'heure, c'est au niveau de la gare de la Grande Ceinture, gare qui était un petit peu en sommeil, qu'il était encore un petit peu avec la réouverture de la ligne de la Grande Ceinture, parce que cette ligne est effectivement partiellement réouverte. Et donc l'avantage de l'ouverture du T13, c'est de proposer un maillage qui soit un peu plus important en partant de Saint-Cyr-l'École, hein, l'arrière du parc du château de Versailles, et puis après Noisy-le-Roi, Bailly, l'Étang-la-Ville, Marie-Marly, Saint-Germain, Fourqueux, et puis après jusqu'à le Camp des Loges et Saint-Germain centre ou RER. Alors les travaux ont déjà commencé. Vous aviez été un certain nombre à vous émouvoir, et puis à juste titre, de la campagne d'abattage d'arbres qui a eu lieu il y a 18 mois, et puis une petite partie également il y a quelques mois. Donc cette campagne d'abattage des arbres, elle est aujourd'hui achevée. Les travaux de terrassement vont bientôt commencer tout le long de la ligne, c'est-à-dire de Saint-Cyr-l'École jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, pour une mise en service qui, je l'espère, pourra intervenir courant 2021. On aurait espéré fin 2020. Il semblerait qu'il y ait un petit peu de retard, non pas sur la portion de Saint-Germain, mais plutôt sur celle de Saint-Cyr-l'École, donc 2021. Il ne faut pas oublier que le T13, c'est une circulation douce, c'est une circulation qui est écologique, qui aura pour objectif en tout cas d'essayer de faire en sorte que les gens prennent peut-être moins leur voiture, en tout cas les Saint-Germainois, pour aller au centre-ville ou pour aller sur le quartier du Bel-Air. Et puis peut-être demain, ça sera la colonne vertébrale de cette commune nouvelle pour aller de l'Étang-la-Ville, Marie-Marly, Fourqueux, Saint-Germain-en-Laye. En tout cas, on a la chance d'avoir cet équipement qui va ouvrir dans quelques temps, et ça doit être une vraie opportunité pour notre ville que de réfléchir sur ces modalités de transport. Alors on a pris un engagement, c'est qu'on va se donner un petit peu de temps après la réouverture de la ligne du T13 pour revoir après en intégralité notre plan de circulation de la ville. Voilà, je crois que c'est nécessaire. Vous avez été nombreux ce matin à souffrir des bouchons. Alors ces bouchons, ils ne sont pas le fait de la ville, peut-être le saviez-vous, c'est bien de faire ce petit point d'actualité, mais il y a une pile du pont de Gennevilliers qui s'est affaissée, et donc toutes les circulations, notamment sur la 15 qui a été fermée, ont été déviées sur la RN 184 à Saint-Germain-en-Laye, donc ça a évidemment généré des bouchons monstres. Et puis en même temps, nous avons des travaux importants qui sont l'avenue de l'Âtre de Tassigny, entre le Pec et Saint-Germain-en-Laye. Donc on appelle ça la côte du Pec, devant la rampe des Grottes, parce que le mur de soutènement de l'établissement scolaire Saint-Hérambert, vous le savez, s'est affaissé il y a 5 ans, et ça fait 5 ans qu'on attendait la reconstruction de ce mur, et cette reconstruction est en train d'intervenir. Alors, ça génère un certain nombre de désagréments et nous en sommes conscients, mais ça fait 5 ans qu'on attendait que ce mur puisse être refait. Donc il faut également, voilà, les travaux dans une ville comme Saint-Germain-en-Laye sont parfois compliqués à anticiper parce que le bâti est ancien et on est dans un périmètre urbain qui est parfois un petit peu difficile, mais on l'espère tous, ces travaux ne dureront pas longtemps. Alors, Jérôme me pose une question qui nous touche bien évidemment. Il y a 1 an, nous perdions notre maire, Emmanuel Lamy.
Des cérémonies sont-elles prévues dans les jours à venir? Est-il envisagé de donner son nom à une rue ou à un bâtiment de la ville? Alors Jérôme, hier nous avons inauguré, c'était un symbole, une salle dans le musée d'Edmond, le château d'Edmond. Le château d'Edmond, je dis musée parce que la salle que nous avons inaugurée a vocation à être une salle d'exposition. Donc le château d'Edmond, ça fait partie du lycée international, comme vous le savez. Emmanuel Lamy était très attaché à ce lycée international, lycée dans lequel son épouse y a donné des cours d'art plastique, lycée dans lequel ses deux enfants ont également été scolarisés, et donc le lycée a tenu à marquer par ce témoignage, en tout cas sa fidélité à la mémoire d'Emmanuel Lamy, et nous y étions très sensibles. Alors bien évidemment, il y a un certain nombre de manifestations qui sont prévues. Ça va faire un an, le 24 mai, qu'Emmanuel est parti. Et le 24 mai, nous irons le matin à 9 h au cimetière avec l'ensemble du conseil municipal et le personnel communal. Et puis, tous les Saint-Germanois qui le souhaitent peuvent nous accompagner, bien évidemment, nous recueillir sur la tombe d'Emmanuel. Nous réfléchissons avec nos élus à la manière dont nous pourrions peut-être rendre hommage de la plus belle des manières qu'il soit à Emmanuel et à sa mémoire, et surtout à son engagement pour notre ville. Emmanuel détestait une chose, il détestait que l'on débaptise une rue, une artère ou une place pour la renommer. Donc nous serons fidèles effectivement à son souhait, et donc ça nous laisse des opportunités sur les nouveaux quartiers ou peut-être les nouveaux projets que nous avons, pourquoi pas sur le site du quartier de l'hôpital. Il y a en tout cas un certain nombre de réflexions, mais nous voulons le faire en concertation avec les élus et puis surtout avec sa famille, qui devra bien évidemment valider cette choix, mais nous serons à ce rendez-vous-là. Et merci en tout cas, Jérôme, de nous rappeler effectivement qu'il y a un an, nous perdions notre mère. Ça a été une période compliquée, difficile, tragique. C'est un épisode que nous avions déjà connu dans le passé, mais nous y avons fait face. Et je voudrais en tout cas, moi, remercier tous mes équipiers municipaux qui se sont retroussés les manches et qui ont travaillé depuis un an ardemment pour notre ville. Et je voudrais vraiment qu'ils soient associés à ces remerciements. Alors, on enchaîne avec les questions. Mathieu qui me pose une question au sujet du parc aux oiseaux. Avez-vous des projets pour le parc aux oiseaux qui est rue Jean Jaurès, car il se dégrade alors que l'Agacec organise chaque année sa célèbre fête du quartier? Alors c'est une fête qui est très sympa. Moi j'y suis très attaché. Ce parc, j'y suis très attaché parce que j'avais 6 ans et je me souviens très bien de son inauguration en 1977. Voilà, bon, ça date un petit peu, ça fait un peu ancien combattant, mais c'était l'une des premières réalisations de ce mandat de mon père à l'époque. Donc évidemment, c'est un parc auquel nous sommes très attachés. Alors il faut peut-être qu'on regarde et qu'on expertise notamment les jeux pour enfants, pour regarder s'il n'y a pas un certain nombre d'investissements à refaire. Donc je note le point, Mathieu, et on va regarder un petit peu ce que l'on doit faire. Si vous avez des points en particulier que vous estimez devoir améliorer, faites-le nous passer, y compris là par message ou sur mon mail, arnaud.pericard@saintgermainenlaye.fr, et on va regarder en détail ce que l'on peut faire pour améliorer ce parc, et en tout cas j'espère vous y retrouver pour la fête annuelle de l'Agacec qui sera dans quelques semaines. Alors Annie me pose une question sur les trottoirs. Les trottoirs sont faits pour les piétons, mais c'est le contraire. En tant que piétons, nous sommes obligés de laisser continuellement le passage pour les cyclistes. À mon avis, il y a un malaise. Alors, je ne sais pas s'il y a un malaise, mais il y a un conflit d'utilisation entre les voitures, les piétons et les cyclistes. Et les trottoirs, je le rappelle, ne sont pas faits pour les vélos. Les trottoirs, ils sont faits pour les piétons. Et un vélo qui emprunte un trottoir, y compris le plus souvent, parce qu'on en voit aussi en sens inverse, peut être verbalisé. Et parfois, nous avons des cyclistes qui ne comprennent pas pourquoi ils le sont. Mais c'est une infraction au code de la route. Et il est très important de respecter les priorités d'utilisation, notamment sur les trottoirs. Alors je sais que c'est toujours un sujet un petit peu sensible quand on parle de verbalisation, mais c'est un point qui est important. Donc effectivement, parfois nous avons des axes
partagé et vous pouvez avoir l'impression qu'un trottoir dans une chaussée qui a été rehaussée peut être mordu ici et là. Je pense notamment devant la place de l'église où la piste cyclable est marquée par des petits points cuivrés qui sont sur le trottoir. Mais il est vraiment très important que l'on respecte l'utilisation de ces axes de circulation, surtout ceux qui sont réservés pour les vélos. Donc Annie, on est vigilant à ce sujet. C'est pas un sujet toujours facile à verbaliser parce qu'effectivement les vélos sont souvent bien plus rapides que les piétons et donc c'est compliqué de les prendre sur le fait. Mais de toutes les manières, ça renvoie à un problème un peu plus large qui est celui du civisme. Et nous allons lancer dans les prochaines semaines une campagne autour du civisme. Non pas que l'on souhaite verbaliser à outrance à Saint-Germain, ce n'est pas là le sens de cette démarche, mais on souhaite en tout cas rappeler un certain nombre de règles du mieux vivre ensemble, des petites règles de tous les jours qui font qu'en le respectant, on se respecte d'abord entre nous, on respecte les autres, et puis ça nous facilite en tout cas peut-être davantage l'existence. Alors, j'enchaîne. ANSO. Une réflexion est-elle en cours au sujet du carrefour du Bel-Air, quotidiennement embouteillé, notamment à cause des camions? Alors, le carrefour du Bel-Air, il est là, à quelques centaines de mètres, même pas, 200 ou 300 mètres d'ici, du Quai des Possibles. C'est un sujet qui est compliqué aujourd'hui et qu'il faut regarder notamment en lien avec le projet dit de la tangentielle, de la francilienne et du bouclage de la francilienne. La francilienne, vous vous rappelez, c'est ce troisième périphérique autour de Paris. Vous avez le périphérique autour des portes de la capitale. Vous avez l'A86 que certains d'entre vous empruntent pour les trains le matin. Et ce troisième périphérique, c'est ce que l'on appelle la francilienne. Et cette francilienne, elle n'est toujours pas bouclée autour de Paris. Elle s'arrête un peu plus au nord de la RN 184 à Méry-sur-Oise et elle devrait boucler notamment pour retrouver la 13 entre Poissy et Saint-Germain. C'est notamment une demande persistante de Peugeot, PSA, qui a ses usines et ses principaux centres de décision dans la ville de Poissy. Le gouvernement a voté il y a peu une loi dite sur les nouvelles mobilités où ce projet de bouclage dite de la francilienne a été renvoyé en tout cas en 2032. Donc un projet qui est renvoyé en 2032, vous avez une certitude, c'est qu'il ne se fera quasiment jamais. Et la francilienne, c'est un projet qui date des années 50. Donc vous voyez, 80 ans après, je pense qu'on passera à autre chose. Et donc nous résistons à une tentation, de la part notamment de l'État ou de la direction des routes, c'est d'utiliser la RN 184 qui traverse le cœur de la forêt de Saint-Germain comme un bouclage par défaut ou un bouclage naturel de cette francilienne, où là, pour le coup, on aurait un accroissement significatif des véhicules et des camions, et pour ça, il en est hors de question. C'est pour ça que je me suis notamment opposé, pour le moment, au projet d'aménagement du carrefour du Bel-Air, et notamment au projet de doublement à 2 fois 2 voies sur cet axe-là, la place Frayet et le carrefour du Bel-Air, parce que si cet aménagement à 2 fois 2 voies se fait, tout naturellement, on incitera après les automobilistes à utiliser cet axe-là, qui est un axe qui serait beaucoup plus fluide, mais ce n'est pas nos calculs, nous pensons au contraire que c'est un axe qui sera davantage embouteillé. Donc aujourd'hui, j'attends des études de la DIRIF. La DIRIF, c'est la direction des routes en Île-de-France, pour l'aménagement du carrefour sous forme de rond-point, mais non pas à 4 voies, mais avec 3 voies, donc avec une insertion sur 3 voies, et avec également un axe cycliste pour les circulations douces. Donc j'espère que ce dossier va pouvoir évoluer d'ici les prochains mois, et nous, en tout cas, nous encourageons au maximum les camions à utiliser d'autres trajectoires ou d'autres trajets de contournement de Saint-Germain, notamment après le pont de Conflans-Sainte-Honorine, à travers les villes soit d'Andrézy, soit d'Achères, pour récupérer beaucoup plus facilement l'autoroute A13. Voilà, mais c'est un dossier qui est compliqué, évidemment, chaque commune défend ses intérêts, et c'est ce que nous faisons à Saint-Germain-en-Laye, mais nos intérêts ne sont peut-être pas alignés avec ceux de nos voisins, nous en sommes conscients, mais il y a bien une chose
qui ne se passera pas et qui ne se fera pas, alors même que nous sommes lancés dans une démarche de forêt de protection et d'états généraux de la forêt, il est hors de question que le bouclage de la Francilienne se fasse au cœur du massif forestier de la ville de Saint-Germain. Alors j'enchaîne avec les questions. Il y a beaucoup de questions qui sont posées ce soir. Alors Anne me pose une question. Nous sommes beaucoup de Saint-Germainois à se demander pourquoi il n'y a pas des jeux pour les enfants au parc du château. Certes, il y en a ailleurs, mais il serait tellement agréable d'avoir un endroit au parc pour que les enfants puissent se retrouver et jouer. Alors Anne, j'avais déjà répondu dans les précédents Facebook Live à cette question, mais c'est vrai que cette question, alors qu'on a retrouvé un petit peu le soleil ces derniers jours, elle se pose bien légitimement. Alors déjà, je rappelle que le parc du château, ce que l'on appelle le domaine national, n'appartient pas à la ville, il appartient à l'État. Pour autant, nous avons voté et décidé en conseil municipal d'équiper ce parc de jeux d'enfants. C'est un investissement de plus de 100 000 euros et les travaux devraient commencer d'ici quelques semaines, je pense, pour se terminer à la fin de l'été. Et nous devrions inaugurer ce nouvel espace dit du parc creux, parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans le parc du château. Nous devrions l'inaugurer lors des journées du patrimoine au mois de septembre. Donc nos enfants vont retrouver leurs jeux dans le parc et je crois que, alors certes, ce n'est pas un domaine municipal, mais nous avons estimé que cet espace était principalement utilisé par les enfants de Saint-Germain et qu'il n'était pas anormal que la ville de Saint-Germain contribue, même si là on a contribué à hauteur de 100% au financement de ces jeux d'enfants. Rémi revient sur la question de la commune nouvelle. Quelle est, des 4 concernés, la commune qui a pris l'initiative de lancer l'idée de commune nouvelle? Alors Rémi, je ne sais plus. Alors c'est pas une réponse langue de bois, mais c'est un sujet qui a été travaillé avec Emmanuel Lamy dès 2014, au moment même où nous étions également lancés dans la création de notre communauté d'agglomération qui vivote aujourd'hui, qui affronte un certain nombre de difficultés. Et donc à ce moment-là, on était un certain nombre d'élus à se poser la question de se dire, mais si au fond, la réponse, ça ne serait pas plutôt la commune nouvelle que la communauté d'agglomération. Alors c'était en fait un faux débat, puisque une communauté d'agglomération et une commune nouvelle, ça ne fait pas la même chose. Une commune nouvelle, c'est la commune, tout simplement, sauf qu'elle devient un petit peu plus grande parce qu'on fusionne avec d'autres communes. Une communauté d'agglomération, ça occupe d'autres fonctions, ça s'occupe des transports, ça s'occupe du développement économique et ça s'occupe principalement du traitement des déchets et des ordures ménagères. Donc on est sur des compétences qui sont complètement différentes des compétences communales. Donc je ne sais plus vraiment qui a eu cette initiative. On a en tout cas très vite trouvé un mode de fonctionnement très souple et vraiment très efficace avec les 3 maires de Fourqueux, de Marie-Marly et de l'Étang-la-Ville. Donc, quelque part, tout le monde pourrait aujourd'hui s'attribuer la paternité de cette réflexion, qui est une réflexion qui n'est pas finalisée. Et si jamais nous devions prendre une décision, ça sera fait d'ici la fin de l'année, à la fin 2018, pour, je l'espère, en tout cas, nous, c'est ce que nous souhaitons, pouvoir lancer cette commune nouvelle au 1er janvier 2019. Anne me pose une question sur la cour d'Archer. Alors vous avez vu, et puis vous avez été en tout cas très patient dans le cadre des travaux qui, dans l'ensemble, je crois, se sont plutôt bien déroulés. Il y avait un petit peu d'appréhension de notre part sur ces travaux parce que la cour d'Archer, vous la connaissez, elle est difficile d'accès, elle est un peu engoncée entre différents axes, donc ça a été un petit peu problématique d'un point de vue technique, mais je voudrais en tout cas saluer le conducteur de travaux et les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier parce que ça a été vraiment rondement mené. Alors, la fin des travaux va véritablement intervenir dans les jours qui viennent et nous devrions inaugurer cette cour Larcher le 30 juin prochain. Alors vous êtes tous invités, 30 juin prochain, cour Larcher, inauguration et fin des travaux fin mai. Il reste encore un tout petit peu de pavage, je crois, à faire. Les bancs à aménager, les arbres ont été mis en place, le végétal est là, les jeux pour enfants sont là, donc on ouvrira tout ça très prochainement. Alors, Camille, est-ce possible de lancer une campagne d'affichage Stop Klaxon car cela devient de plus en plus
fréquent. Alors, je me tourne, il y a Sylvie Habert-Dupuis, notre première maire adjointe, qui est là, et puis Nathalie Grégoire, qui est là, la directrice de la communication. C'est bien, alors vous ne les voyez pas, mais c'est bien aussi de citer toutes celles et tous ceux. Il y a Timothée Poulain aussi, et Jacques Paré, qui travaillent à la ville. Ils sont là, ils me regardent, parce qu'effectivement, dans le cadre de la campagne que nous lançons sur le civisme, il y a effectivement une affichette que l'on va mettre en œuvre pour stopper le klaxon dans la ville. Je rappelle que le klaxon, c'est également une contravention au code de la route et que son utilisation en ville comme en la campagne est strictement limitée et restreinte. Et voilà, utiliser son klaxon en centre-ville, c'est pas quelque chose qu'il faut faire parce qu'il faut respecter les autres et les autres conducteurs, même s'il y a des bouchons. Et je sais qu'à Saint-Germain, il y en a. J'espère un petit peu moins, mais il y en a encore beaucoup, je le sais. Alors José, on s'est parlé il n'y a pas longtemps, José le Macon, qu'allez-vous faire pour la résidence Les Caramans qui est dans un sale état? Alors José, je vais venir vous voir très prochainement pour qu'on en parle. Je pense que vous avez raison. Il y a effectivement des problèmes sur cette résidence qui, je le rappelle, est l'une des plus anciennes de la ville, qui date des années 50. La résidence Caraman, elle est rue Saint-Léger, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Alors, elle n'appartient pas à la ville, elle appartient à les résidences Yvelines Essonnes, qui est un office d'HLM ou de logement social, anciennement dénommé L'Opivois. Alors, nous allons, José, lancer un grand projet de restructuration du COSEC, un peu plus haut, boulevard de la Paix. Nous allons implanter, vous le savez, on en a déjà parlé, le conservatoire à rayonnement départemental, là où sont les tennis, le tennis club du Bel Air. On va juste occuper un des cours de tennis qu'on va déplacer un peu plus bas dans le vallon. Nous allons restructurer le pôle scolaire de l'école des Sources et bien évidemment, nous allons après nous engager avec les résidences Yvelines Essonnes dans une vaste restructuration de Caraman. Donc c'est à l'étude, c'est même plus qu'à l'étude parce que nous avons rencontré vos propriétaires, les résidences, plusieurs fois et nous allons nous lancer dans cette vaste restructuration qui est nécessaire. Alors ça va encore prendre un petit peu de temps, José, j'en suis désolé, mais en tout cas aujourd'hui tous les indicateurs sont alignés pour que nous nous lancions dans cette restructuration importante et vitale, en tout cas pour ce quartier. Mais je vous l'avais déjà écrit, José. Je vais venir vous voir et on va venir faire le point un petit peu de toutes ces difficultés avec vous dans ce quartier. Alors, Mathieu, à quand la fin des travaux de la piscine? J'espère cet été. Alors Mathieu, à quand la fin des travaux de la piscine? Le plus vite possible, parce que je ne vous cache pas que c'est un dossier qui est compliqué. Voilà, c'est un dossier que j'ai repris il y a 1 an. Cette piscine, elle est ancienne. Elle date de la fin des années 60, début des années 70 dans sa conception et création. Je crois que c'est 1973, son inauguration. Aucun travaux n'avait été fait depuis cette date-là. Donc c'est évidemment une piscine qui contenait de l'amiante, qui contenait du plomb. Donc il a fallu s'engager dans des travaux très très lourds et très importants. Voilà, qui ont été un petit peu retardés, il y a eu des malfaçons, il y a eu une entreprise qui a été en redressement judiciaire, donc on a eu vraiment le scénario, je ne vais pas dire le scénario catastrophe, mais on a dû affronter un scénario compliqué pour cette piscine. Aujourd'hui, les travaux sont engagés, nous devrions ouvrir et finaliser tous ces travaux en mars 2019. Voilà, c'est très long, mais effectivement, on a découvert du plomb. Et le plomb, il faut, vous le savez, pour éviter le saturnisme, il faut le traiter, l'encapsuler. Donc, c'est ce que les spécialistes sont en train de faire. Alors, vous pouvez utiliser, bien évidemment, l'autre bassin qui a été construit à l'extérieur de la piscine. Et puis, une partie du solarium est d'ores et déjà, ou va réouvrir très prochainement. Et vous pourrez profiter des beaux jours dans ce solarium et profiter de cet espace-là. Et très bientôt, voilà, d'ici quelques mois, vous aurez le nouveau bassin de 50 mètres avec une répartition des usages très différents de ce que vous avez pu connaître dans le passé, beaucoup plus ludique. Et puis une nouvelle salle, un nouveau centre de remise en forme qui, je l'espère, saura vous faire davantage de sport. Allez, je vais encore prendre peut-être une question avant de passer la parole à Laurence qui va venir me rejoindre. Alors, Paul Elie qui me dit « Qu'en est-il du projet d'Emmanuel Lamy de décorer la gare RER
aux couleurs du Man et de Saint-Germain-en-Laye. Alors nous sommes en discussion en ce moment avec la RATP, avec Île-de-France Mobilité, notamment pour repenser complètement l'aménagement non seulement de la gare du T13, qui va arriver donc devant la grille d'accès du château au niveau de l'avenue des Loges, et puis la gare RER qui est dans un piteux état et que la RATP souhaite refaire. Ça va prendre encore un petit peu de temps, peut-être 2 ans, 2 ans et demi. La RATP nous a indiqué qu'elle souhaitait s'engager dans un vaste chantier de rénovation de cet espace, y compris de la galerie commerciale qui est installée. Donc nous y sommes, nous, très favorables. Et puis nous travaillons avec le musée de l'archéologie nationale pour qu'on puisse avoir un certain nombre de galeries, comme vous avez dans la station de métro du Louvre. Voilà, un certain nombre d'éléments du musée pour agrémenter et décorer et rappeler en tout cas que au-dessus de la gare du RER, eh ben, il y a le château de Saint-Germain et son musée, où nous étions pas plus tard que ce matin avec l'ensemble des maires et des membres du réseau et du label Ville Impériale, puisque aujourd'hui, je ne vais pas dire est un événement important, mais c'était quand même un événement qui a fait parler. C'était la signature de la charte impériale. Donc Saint-Germain, fier de son passé royal, mais fier de son héritage impérial, Napoléon Ier, Napoléon III, on va y revenir très souvent. Alors je vais maintenant demander à Laurence, si tu veux bien venir me rejoindre, pour qu'elle puisse vous répondre à toutes ces questions. Alors Laurence, je te passe mon iPad, et tu vois, il y a un certain nombre de questions qui vont défiler, qui sont pour toi. Alors parfois l'orthographe est approximatif, il ne faut pas trop se formaliser, mais je te laisse la parole. C'est parfait, un grand merci cher Arnaud, et puis bonsoir à tous. On est très heureux de vous accueillir tous au Quai des Possibles. Donc c'est un nouveau lieu d'économie sociale et solidaire qui a ouvert il y a à peu près 2 mois. Nous sommes dans le cœur du réacteur du Quai des Possibles, c'est-à-dire l'espace de coworking La Ruche, où des entrepreneurs montent leurs projets. L'idée, c'est de passer à l'action sur des projets positifs, c'est-à-dire des projets qui vont faire du bien à la société, à l'environnement, faire sa part. Et puis, dans le hall de la gare Grande Ceinture, c'est un lieu vraiment de rencontre, de conférences, de réflexion pour les gens qui sont en discernement du projet sur lequel ils aimeraient bien monter. Alors, on va vous raconter tout ça en détail à travers les questions. Tout d'abord, Hélène qui me pose la question, pourquoi avoir choisi la gare de Grande Ceinture pour installer le Quai des Possibles et d'autres projets sont-ils prévus ? C'est une très très bonne question, Hélène. Nous sommes dans une localisation parfaite au sein d'un écoquartier qui lui-même porte déjà ses valeurs de solidarité, de respect de l'environnement. Il a été vraiment conçu dans cet esprit-là. Et on est un petit peu le cœur battant de cet écoquartier qui va propulser de l'innovation sociétale et faire vraiment résonner des solutions pour un monde que nous voulons demain plus solidaire et responsable. Donc c'est une très très belle opportunité. D'autres projets sont-ils prévus ? Tout à fait. On commence par la gare, mais nous avons envie vraiment d'essaimer beaucoup de projets à travers toute la ville, et puis aussi de lancer dans l'écoquartier des projets notamment de permaculture, et puis de liens entre les citoyens. C'est vraiment important dans ce nouveau quartier qui se crée d'avoir une très belle cohésion entre nous et de passer à l'action. Donc beaucoup de choses à venir. Question d'Hervé, un point très intéressant. Quelle est la différence entre la ruche et puis le Quai des Possibles ? La ruche, c'est un réseau national de coworking. Ça a été la ruche, en fait, le premier espace de coworking en France. Ça se trouvait quai de Gemap, près de République à Paris, il y a une dizaine d'années. Et c'était vraiment le rassemblement de personnes associatives, mais pas que, d'entrepreneurs, qui avaient envie de mutualiser des moyens pour développer leurs projets. Et depuis 10 ans, la ruche a essaimé une dizaine d'espaces de coworking partout en France, à Marseille, à Bordeaux, sur Paris. Donc c'est vraiment un réseau maintenant national et qui applique des pratiques d'animation et d'accompagnement des projets de nos entrepreneurs pour en assurer le plus grand succès. Donc ça, c'est le cœur du réacteur.
Et le quai des possibles, c'est la totalité du projet, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des gens qui sont dans le coworking. Aujourd'hui, nous avons 25 coworkers et nous avons 180 adhérents. Donc c'est aussi tout l'écosystème autour qui peut venir participer à des conférences, à des ateliers, à des formations pour monter son projet avant d'être hébergé, incubé à la ruche. Est-il possible de visiter les locaux du quai des possibles, me demande Marie-Thérèse. Tout à fait. Avec très très grand plaisir, et nous vous accueillons tous les lundis soirs à partir de 19h, entre 19h et 21h, pour vous montrer les locaux, comprendre vos projets, voir comment nous pouvons les intégrer dans notre écosystème et dans l'espace de coworking. On essaye de faire cette soirée découverte une fois par semaine pour ne pas non plus déranger trop les coworkers tout au long de la journée en montrant les locaux. Donc si vous avez la gentillesse de pouvoir passer entre 19 et 21h le lundi, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Peut-être je peux juste compléter, Laurence, en disant que par exemple vous accueillez aussi un certain nombre d'événements, et ce matin le comité de direction de la ville de Saint-Germain s'est tenu chez vous. Exactement. Donc tous les directeurs de toutes les administrations sont venus ici, et puis il y a eu un temps d'échange après. Donc c'est toujours, moi je trouve intéressant d'avoir des administratifs qui sont engagés dans un service public, se confronter un petit peu avec une vision d'économie responsable, sociétale. Je trouve que c'est un enrichissement qui est très intéressant. Absolument, il y a vraiment des discussions très, très, très riches et des idées pour pousser des projets ensemble, et notamment un appel à projet pour porteurs un appel de porteurs à projet sur le mois de septembre. Puis alors, grosse nouvelle aussi, donc nous avons l'inauguration du quai des possibles le 9 juin. Donc ça va être une grande journée de fête à laquelle vous êtes tous conviés. L'occasion de venir le visiter. Et l'occasion de venir le visiter, tout à fait. Benjamin me pose la question, la ruche peut-elle s'apparenter à un projet de cantine numérique comme il en existe à Nantes ou à Paris? Tout à fait. La ruche est un réseau national avec cette notion, si vous voulez, cette thématique d'économie sociale et solidaire. Les cantines numériques sont plutôt vraiment sur l'innovation via le digital. Nous aussi, ça nous intéresse beaucoup, mais on le met dans une optique de mettre l'homme, l'humain, au centre du digital. C'est ce qu'on appelle la technologie Tech for Good, la technologie pour le bien commun. Alors Sébastien me pose la question, c'est assez amusant, à quoi sert un espace de coworking pour une ville comme Saint-Germain? Bien écoutez, c'est une très bonne question, et vu la demande que nous avons alors que nous sommes vraiment dans les premiers mois, je pense qu'on a fait un bon pari d'ouvrir cet espace de coworking. Je pense qu'il y a une certaine lassitude pour des personnes qui travaillent sur Paris et qui ont la possibilité de travailler quelques jours sur Saint-Germain. C'est vraiment une opportunité de le faire. Donc on a pas mal de coworkers qui viennent un jour ou deux ici et puis qui continuent à avoir des rendez-vous clients, des actions sur Paris, et c'est un espace un peu de repos, prendre une respiration. Dès qu'il fait beau, on va faire aussi plein de choses en forêt, et surtout de networking, de réseau, et de voir comment monter des projets peut-être de façon plus territoriale. Donc nous avons une bonne demande. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, je voulais saluer, parce que j'ai salué les personnes qui étaient là, mais Marie Aguinet qui vient de nous rejoindre. Je lui demanderai peut-être de venir nous faire un petit coucou tout à l'heure, parce que Marie, c'est notre conseillère municipale déléguée au digital et au numérique, et elle mène notamment le projet avec Emmanuel Ayat de la création d'un conseil local du digital. On y reviendra très prochainement, mais comme Laurence et le quai des possibles y est également représenté, et quand on parlait tout à l'heure effectivement de cantine numérique, il y a quand même toute cette nouvelle économie, cette nouvelle activité. Alors autour, le digital, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut s'abstraire de tout lien et de toute relation, d'où l'intérêt de cet espace-là. C'est-à-dire que plutôt que peut-être de faire du home working, on vient aussi ici partager, échanger, et on est dans un cadre où on voit des gens. Et on s'enrichit toujours du contact des autres, et cet espace-là, je crois, il répond à un vrai besoin. On est dans des difficultés, dans une région avec des difficultés de transport, on travaille avec du nomadisme, on travaille différemment, on est beaucoup plus mobile, on est digitalisé, mais d'avoir un lieu où de temps en temps on peut se retrouver, on peut s'échanger. Et ce qui est magique ici, c'est que certes on peut travailler, mais on déjeune,
Alors ce midi c'était syrien. Voilà. Alors je ne cache pas que pour mes directeurs c'était un petit peu atypique, mais ils ont adoré en tout cas. Mais c'est vrai que c'était une belle rencontre avec voilà exactement un univers qu'ils ne connaissaient pas. Et puis il y a des événements tout le temps. On parlait tout à l'heure effectivement de cette réunion autour de ce projet. Peut-être que Laurence, tu peux nous en dire un mot? Oui, tout à fait. Donc POP, c'est un projet qui est né en fait l'année dernière quand nous étions en train de tester déjà des idées au sein de la Maison des Projets. La Gare Grande Ceinture à l'époque était la Maison des Projets. Et donc une jeune femme juriste qui se posait des questions, justement, j'aimerais bien monter une coopérative alimentaire, mais est-ce que je me lance ou pas? Est venue travailler avec nous pendant 2 mois, et puis à la fin, elle s'est dit, bah oui, je suis tout à fait capable, je vais le faire. Chiche. Donc son modèle, c'est le modèle de la Louve qui existe à Paris, qui se base sur un modèle qui existe depuis pas mal de temps à New York. Et l'idée, c'est un supermarché, si vous voulez, coopératif. Donc vous faites partie d'une coopérative, donc vous êtes membre. Vous faites partie aussi vous êtes une partie prenante du choix d'assortiment des produits. Et vous venez travailler 3 heures par mois. Et cela permet donc d'avoir un assortiment de produits qui vous plaît, et surtout des prix qui sont en général entre 20 et 40% moins chers. Donc on est dans l'économie circulaire, dans du bio, mais pas que. On est surtout dans une approche très accessible pour tous d'une alimentation ou des produits de grande consommation sains. Voilà, donc POP est là, ils sont en train de recruter les adhérents, il faut 1200 adhérents, ils ont commencé il y a quelques mois, on est déjà plus de 350, formidable. Donc c'est formidable. Tout Marie-Laure. Alors Marie-Laure nous pose la question, est-ce que les tarifs sont accessibles et est-il possible de venir au Quai des Possibles pour quelques heures? Tout à fait. Donc la première démarche, c'est d'adhérer au Quai des Possibles. On a vraiment fait une formule très accessible à 10 € pour l'année 2018. La carte de membres, d'adhérents du Quai des Possibles, c'est un joli petit tote bag. Donc en plus de ça, c'est sympa. Et puis à partir de là, vous êtes adhérent et vous pouvez venir coworker avec nous à 5 € l'heure. Et cela inclut toujours les mêmes choses, c'est-à-dire du café, du thé, l'impression et le Wi-Fi et de la bonne humeur et de l'accompagnement. Donc tout à fait, on a vraiment essayé de faire une formule très accessible. Selma me demande... Question plus large. Oui, beaucoup plus large, sur est-ce que les espaces de travail collaboratifs sont l'avenir du travail? C'est une très bonne question, l'avenir nous le dira. Il y a plusieurs modèles qui se développent. Il y a aussi des espaces collaboratifs au sein des entreprises. Je pense que c'est aussi une forte tendance à venir, peut-être qu'il n'existe pas encore complètement aujourd'hui, mais qui existe. Mais en tous les cas, le nomadisme, le télétravail, aujourd'hui, le télétravail, c'est plus de 20% des Français, des salariés qui télétravaillent au moins une fois par semaine de chez eux. Et pour réduire l'isolement, un lieu de coworking est quand même idéal pour être entouré de personnes. Donc oui, je pense que les attentes sont de plus en plus vers des lieux de travail collaboratifs, et les tiers-lieux, les espaces de coworking sont une réponse, tout à fait. Alors on passe à une question pour moi. Donc on va faire. Voilà, c'est aussi l'intérêt du Facebook Live, c'est que parfois on passe d'un univers à l'autre. Et là, Dominique me pose une question sur les boîtes à livres. Depuis 1 an, votre équipe nous promet la remise en place de notre boîte à livres, place du marché, avec toujours la même réponse. Ça vient, 3 petits points. C'était un succès, pouvez-vous agir? Alors, vaste sujet que celui de la boîte à livres, qui était notamment... En fait, ce n'était pas une boîte à livres, c'était une cabine téléphonique transformée pour l'occasion en boîte à livres. Et ce sont des démarches qui ont été initiées notamment par la Maison de l'Europe et par un certain nombre de comités européens. On en avait... alors, pour vous dire vrai, il y a quelques années, on avait fait l'expérience, ça n'avait pas beaucoup marché. On l'a refait, je crois, l'an passé. Et là, pour le coup, ça avait très bien marché. Ça n'avait pas bien marché parce que on a la chance à Saint-Germain d'avoir 2 médiathèques qui sont très actives, très dynamiques, et il n'y avait pas tant ce besoin effectivement d'aller prendre un ouvrage dans une boîte à livres, de le lire et de le remettre. Alors, moi j'ai promis, je ne crois pas avoir promis la remise en place de la boîte à livres, parce que c'est aussi une démarche associative. Donc moi, si une association
vient me proposer un nouveau projet, je suis prêt à la regarder, je suis prêt à l'étudier et je suis prêt à l'examiner, mais pourquoi pas. Alors on ne peut pas dire que c'est toujours la même réponse parce que je ne crois pas avoir dit que ça venait, donc désolé Dominique si peut-être on vous a laissé entendre que c'était quelque chose que nous allions refaire de manière automatique. Ça a bien marché la dernière fois, il faut juste être sûr que ça remarche bien la fois suivante. D'accord. Alors, une autre question, là pour le coup, je rappelais tout à l'heure que nous étions engagés dans le label Ville Impériale. À quoi sert le label Ville Impériale? Je crois qu'il y a un regain d'intérêt aujourd'hui pour l'histoire impériale et napoléonienne. On le voit en tout cas avec tous les événements qui ont été faits, organisés à Maison-Lafitte il y a quelques semaines, à Rueil-Malmaison, à Fontainebleau. Et certes, on avait ce passé royal, historique, ancré au fond de Saint-Germain. Je rappelle que sur le blason de la ville de Saint-Germain, il y a le berceau royal de Louis XIV. C'est pour dire que véritablement l'histoire de notre ville est enracinée dans cette histoire royale. Mais nous avons aussi une histoire et un héritage impérial. Et je le disais ce matin, Saint-Germain a plu au roi de France, elle plaira aux empereurs, aux deux empereurs, Napoléon Ier et Napoléon III. Et donc ce label, c'est aussi une manière peut-être de faire un certain nombre d'animations culturelles un peu différentes et de réinventer un certain nombre de choses. Voilà. Alors, une autre question qui concerne encore la procédure de commune nouvelle. Pourquoi lancer la procédure de commune nouvelle avant les élections municipales? Alors, écoutez, c'est une bonne question et il y a un certain nombre de raisons. Déjà, l'État nous incite à le faire là, cette année, en 2018. Nous ne pourrons pas le faire après le 1er janvier 2019 parce que vous le savez, en mars 2020, il y aura des élections municipales et on ne peut pas modifier comme ça un conseil municipal 15 ou 16 mois avant une élection municipale, c'est la loi. Donc si nous voulons le faire, il faut le faire maintenant. Alors j'ai souvent entendu cette question, mais pourquoi ne pas attendre? Mais on peut passer sa vie à attendre, il n'y a pas de problème, mais je crois que notre responsabilité en tout cas, c'est d'anticiper un certain nombre d'évolutions qui pourraient dans le futur nous être imposées très lourdement et très fortement. Notre communauté d'agglomération nous a été imposée et on voit que ça ne fonctionne pas bien. Alors quand des villes ont envie, par adhésion, par envie, on appelle ça de l'affectio societatis quelque part, ont envie de travailler ensemble, il faut plutôt les encourager que de les décourager. Et puis je rajouterais que aujourd'hui on travaille avec 124 élus. Et si demain nous devions nous engager dans cette commune nouvelle après les élections de 2020, nous devrions avoir un conseil municipal de 124 élus pendant 6 ans. Alors moi, un conseil municipal de 124 élus pendant 6 ans, j'y suis pas très favorable et je crois que c'est la preuve, là pour le coup, que l'action municipale y serait très certainement paralysée et ça ne serait pas souhaitable. C'est pas la meilleure des raisons, mais c'est une des raisons qu'il faut qu'on prenne en compte. La meilleure des raisons, c'est que je crois qu'il ne faut plus attendre. On dit souvent qu'il faut attendre, que les choses vont évoluer, que la fiscalité locale va être réformée, que on va voir ce qu'on va voir. L'organisation territoriale va également être réformée. On s'aperçoit que la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose. On passe notre temps à être un petit peu en attente d'évolutions qui n'arrivent jamais. Donc, quand on est en mesure de les faire et de les conduire, il faut les conduire. Voilà. Et c'est un dossier où il faut garder son sang-froid. C'est un dossier qui est intéressant, qui est passionnant, parce que c'est un dossier d'avenir pour nos communes et il faut le travailler avec sérieux. C'est ce que nous faisons en ce moment. Alors, je crois que ça s'adresse peut-être la dernière question. Il y en a deux, mais il y en a une qui est importante, de Ludivine sur l'hôpital. Elle est Saint-Germanoise, elle est infirmière à l'hôpital et elle nous sollicite pour savoir si on peut intervenir auprès de la nouvelle directrice parce que l'image CHIPS, le centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye, est désastreuse. De nombreux Saint-Germanois préfèrent se faire soigner à l'hôpital Mignot qui est effectivement au Chesnay à Versailles. Alors, je voudrais juste rectifier un point Ludivine, l'image du CHIPS est désastreuse? Non, elle n'est pas désastreuse et il faut faire très attention avec le vocabulaire qu'on utilise.
j'ai en mémoire ce qui s'est passé, Laurence, à Strasbourg, et avec cette pauvre petite qui n'a pas été acceptée dans le service d'urgence de l'hôpital et qui est malheureusement décédée. Il y a des situations qui sont compliquées et c'est pour ça que nous avons en responsabilité décidé, nous l'avions acté avec Emmanuel Lamy et puis maintenant avec Carl Olive, le maire de Poissy, nous avons en tant que président et premier vice-président du conseil de surveillance de l'hôpital validé cet investissement de 100 millions d'euros pour construire de nouvelles urgences à l'hôpital de Poissy, mais dont bénéficiera l'ensemble des patients et des familles de notre bassin de population. Et je crois que nous méritons à Saint-Germain-en-Laye, à Poissy, dans les communes environnantes, une offre de soins qui soit à la hauteur des attentes et des besoins de notre bassin de population. Donc nous allons nous engager dans cette réflexion. Et puis à côté de ça, il y a le nouveau projet médical du site de Saint-Germain-en-Laye qui m'a été présenté il y a quelques semaines, autour notamment de l'ambulatoire. Vous savez que sur 100% d'activité chirurgicale, l'hôpital de demain, c'est 70% d'activité ambulatoire. Et cette activité ambulatoire, elle sera en intégralité consacrée sur le site de Saint-Germain. Donc l'hôpital, il a des difficultés, comme tous les hôpitaux de France, mais je tiens quand même à saluer le travail qui a été accompli par son ancien directeur, Michael Galli, qui est aujourd'hui parti diriger le centre hospitalier de Saint-Étienne et qui a rétabli l'équilibre économique. Et un établissement public, quand il est à l'équilibre budgétaire, eh ben, il peut se tourner, s'orienter vers l'avenir et construire des projets. C'est ce que l'on va faire ensemble. Mais en tout cas, il y a une nouvelle directrice qui est arrivée et elle a bien compris que ça faisait partie notamment de nos priorités, pas seulement l'immobilier, mais également le prochain projet médical. Alors, avant peut-être la dernière question sera pour Laurence, mais juste Faten Fafou. Nous regardons avec mes enfants ce Facebook Live. Ma fille Lina vous convie, alors je pense qu'elle nous convie tous les deux, à la fête de l'école du tennis de Bel-Air le 30 mai. On ira ? On ira. On ira le 30 mai à la fête de l'école. Donc Faten, merci. Merci Lina de ton invitation. Et Laurence, la dernière question pour toi. Alors sur le quai des possibles semble être un beau projet. Est-il envisageable de le dupliquer dans d'autres lieux ou de créer des projets similaires en ville ? Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Nous, on est vraiment dans une démarche collaborative, dans une démarche où on a trouvé un peu des recettes à succès pour transformer la gare Grande Ceinture. Et ces recettes sont là pour vous en pariez et que vous transformiez d'autres lieux et que l'on vous accompagne dans ces transformations. Donc avec grand plaisir, si vous avez des envies de les essaimer en ville et de vous accompagner dans ces étapes. Merci beaucoup en tous les cas pour le joli compliment. D'accord. Eh bien, merci en tout cas à vous toutes et à vous tous. Je vais demander à Marie, alors elle est un peu timide, Marie, elle ne veut pas nous rejoindre, mais viens Marie, viens, on va faire un au revoir collectif, mais ça me donnera l'occasion de vous présenter donc Marie, qui est notre conseillère municipale déléguée au digital et qui fait un travail passionnant et en tout cas très important avec Emmanuel Ayat notamment. À très bientôt et puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien évidemment toujours continuer à les poser. Bonne soirée à tout le monde.